حرك يده باتجاه الكرة للاعبها في هذه المنطقة لكنه أصر على قراره فأعتقد بأن القرار كان خاطئا. Imaginez la scène. On est en quart de finale de la Coupe arabe. Algérie, Émirats arabes unis. Un match à élimination directe, tendu, électrique. Oui, le genre de match où chaque action peut tout faire basculer. Et ça a basculé. Mais pas sur un geste de génie. Plutôt sur deux décisions arbitrales qui ont laissé tout le monde perplexe. Et au cœur de tout ça, un mot, ou plutôt un acronyme. VAR. L'assistance vidéo. L'outil qui devait apporter la justice, la clarté, et qui, ce jour-là, a surtout apporté de la confusion et, il faut le dire, un sentiment d'injustice. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ces moments cruciaux. On va s'appuyer sur l'analyse très pointue de l'expert en arbitrage Jamal Al-Sherif, qui, lui, n'a pas mâché ses mots. Non, en effet. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est réellement passé, de savoir si ce jour-là, l'Algérie a vraiment joué contre un seul adversaire. Ou si l'arbitrage, et surtout le VAR, était le 12e homme de l'autre équipe. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Alors, commençons par le début. Le premier acte de cette polémique. On joue, le score est de 0-0, et l'Algérie marque. Le stade explose. Sauf que non, le drapeau de l'arbitre assistant se lève, hors jeu. Bon, un hors-jeu, ça arrive, c'est même l'une des décisions les plus courantes. L'œil humain peut se tromper. Alors pourquoi celui-ci a-t-il été si problématique? Parce que ce n'est pas une situation qui se joue à 1 millimètre, une situation sujette à interprétation. C'est presque mathématique. C'est-à-dire? Avec la technologie du VAR, on peut tracer une ligne virtuelle. Et ce qu'on voit sur les ralentis, c'est que l'attaquant algérien et le défenseur émirati sont sur la même ligne, parfaitement alignés. D'accord. Et que dit la règle dans ce cas? La règle est très claire. En cas d'alignement parfait, l'avantage est toujours donné à l'attaquant. Il n'y a donc pas hors-jeu. C'est pour ça que Jamal Al-Sherif, l'expert, affirme que le but est, je cite, « valide à 100%. » Donc, une erreur humaine de l'arbitre assistant sur le terrain. Oui, ça c'est possible, c'est même excusable. Il a une fraction de seconde pour juger. Mais le problème, le vrai problème, c'est le silence qui a suivi. Le silence de la cabine du VAR. C'est là que ça devient troublant. Ils ont les écrans, le temps, les angles, ils ont forcément vu la même chose que nous. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence radio? Une panne? C'est l'hypothèse ironique d'Al-Sherif. Il se demande si les écrans sont devenus noirs d'un coup. Mais soyons sérieux, quand le VAR tombe en panne, une annonce est faite. C'est une question de protocole, de transparence. Et là, rien? Pas un mot. On entre alors dans des hypothèses plus psychologiques. Est-ce que l'opérateur vidéo a eu peur de contredire la décision de son collègue sur le terrain? Pour ne pas créer de polémique, en quelque sorte. C'est une dynamique qu'on connaît. Parfois, pour éviter le conflit, on laisse passer. On appelle ça la diffusion de la responsabilité. Quand tout le monde peut prendre la décision, personne ne la prend en pensant que l'autre va le faire. Et au final, personne ne fait rien. Voilà. Et le résultat, c'est un silence qui a un impact direct, majeur, sur un match à élimination directe. Un silence qui pèse déjà une tonne, mais ce n'est que le début. Ce premier incident, il sème le doute. Le second va transformer ce doute en colère. On parle du but de l'égalisation des Émirats. Si on peut l'appeler égalisation, étant donné que le premier but algérien aurait dû compter. Mais oui, le but qui, lui, est validé. Et là, les mots de l'expert sont d'une violence rare. Il parle de scandale, de crime footballistique. Crime footballistique, ce sont des termes extrêmement forts. D'habitude, une main dans la surface, ça se discute pendant des heures. Mouvement naturel, bras collés au corps. Qu'est-ce que cette situation avait de si différent ? C'est justement là que son analyse est brillante. Il écarte tout débat sur l'intention. Pourquoi ? Parce que le règlement a été changé pour éviter ça. Pour un attaquant, la règle est devenue binaire. C'est-à-dire ? Si le ballon touche ta main ou ton bras, même par accident, et que ça mène à un but pour ton équipe, directement ou indirectement, le but est annulé. Fin de la discussion. Il n'y a plus d'interprétation possible. Donc peu importe qu'il l'ait fait exprès ou pas. Exactement. La seule question, c'est est-ce que cette main lui a donné un avantage ? Et sur l'action, la réponse est oui. Le centre arrive, le premier attaquant dévie le ballon du bras, c'est net. Le ballon change de trajectoire et arrive parfaitement sur son coéquipier, qui marque. C'est un cas d'école en fait. Précisément. Sans cette main, le ballon ne lui parvient jamais. L'occasion de but est créée par la main. Et dans la salle du VAR à ce moment-là ? Le même silence.
assourdissant. Et c'est la répétition qui est choquante. Sur le premier but, on pouvait à la limite plaider la défaillance technique. Mais 2 fois, sur les 2 seuls buts du match, là, l'argument de la panne ne tient plus du tout. On passe donc d'un problème technique à un problème humain. Oui, on passe d'une question sur l'outil à une question sur ce qu'il pilote. La question n'est plus pourquoi le VAR n'a pas marché, mais bien pourquoi les arbitres du VAR n'ont-ils pas agi ? Et c'est infiniment plus grave. Donc on se retrouve avec un but valable refusé à l'Algérie et un but non valable accordé aux Émirats. C'est le scénario parfait pour fausser un match. C'est le mot. Au-delà de l'élimination d'une équipe, qu'est-ce que ça révèle sur la crédibilité de l'arbitrage moderne ? Ça touche au cœur du problème. On a vendu le VAR comme une promesse de justice absolue, presque infaillible. Du coup, quand le système se trompe de manière aussi flagrante, la déception est immense. C'est vrai qu'une erreur d'un arbitre sur le terrain, on peut la comprendre. La vitesse, la pression. Exactement. On peut râler, mais on l'intègre comme une part du jeu. C'est l'erreur humaine. Mais une erreur qui vient d'une salle climatisée avec 10 ralentis, elle est perçue comme inexcusable. Elle ne nourrit plus le débat. Elle nourrit la suspicion. La théorie du complot même. Évidemment. Pour les millions de gens qui regardent, c'est terrible. On leur a dit « fini les injustices ». Et là, ils ont l'impression que l'injustice a juste changé de visage, qu'elle est devenue plus froide, plus technocratique. Plus opaque. Et c'est contre cette opacité que Jamal Al-Sherif se bat. Il ne fait pas que critiquer. Il demande des comptes. C'est ça. Son analyse n'est pas juste un coup de gueule, c'est un appel à la responsabilité. Il demande l'ouverture d'une enquête officielle. Avec des questions très précises, j'imagine. Très chirurgicales. Premièrement, pour le but algérien, pourquoi n'a-t-on pas demandé à l'arbitre central de venir voir les images lui-même ? C'est la procédure normale. Deuxièmement, pour le but émirati, pourquoi aucune révision, même silencieuse ? Et la question clé ? Y a-t-il eu une communication ? Exactement. Est-ce qu'ils se sont parlé ? Si oui, que se sont-ils dit ? Et sinon, pourquoi ce silence radio ? Ne pas répondre à ça, ça jette une ombre sur toute la compétition. En résumé, donc, on a 2 erreurs manifestes qui ont, selon l'expert, tout simplement faussé le résultat d'un quart de finale. C'est la conclusion logique, oui. Et ce match est un cas d'école parfait d'une grande peur de notre époque. La technologie ne supprime pas l'erreur, elle la déplace. La faute n'est plus seulement celle de l'homme dans le feu de l'action, mais aussi celle de l'équipe invisible derrière les écrans. Une équipe qui, elle, a tous les outils pour ne pas se tromper. Et c'est ça qui est grave. Le silence du VAR, dans ce contexte, peut être perçu comme pire qu'une mauvaise décision prise à la va-vite. Une erreur sur le terrain, c'est un jugement. Une erreur depuis la salle vidéo, c'est une défaillance de processus. Et quand cette défaillance n'est pas expliquée ? Elle devient une énigme. Et elle ouvre la porte à toutes les interprétations possibles. C'est un poison pour la confiance. On se retrouve avec ce paradoxe fou. Un système créé pour ramener de la certitude et qui, ce jour-là, n'a produit que du doute. Parce que l'erreur technologique, ou l'erreur de celui qui la pilote, est psychologiquement moins acceptable que l'erreur humaine spontanée. Finalement, cette histoire nous rappelle que le VAR n'a pas éliminé le facteur humain. Il l'a juste enfermé dans une pièce avec des écrans. La pression a changé de nature, mais elle est toujours là. Ce qui nous amène à une question finale qui va bien au-delà de ce match. À force de chercher une justice parfaite grâce à la technologie, est-ce que le plus grand risque, ce n'est pas de remplacer l'erreur humaine qu'on peut pardonner par une défaillance de système silencieuse, inexplicable et qui ne laisse derrière elle que la suspicion ? Le football, on le voit souvent comme une métaphore de la vie, hein. Il y a ses joies, ses drames, ses injustices. Mais que se passe-t-il quand l'injustice n'est plus juste un fait de jeu ? Quand ça devient un sentiment qui s'installe match après match ? Quand la confiance dans celui qui est censé garantir les règles, l'arbitre, s'effrite au point de tout remettre en question ? On touche là au cœur du réacteur. Le sport de haut niveau, au fond, c'est une sorte de contrat social. Un contrat social ? Oui. Les joueurs acceptent de se soumettre aux règles, à un juge, parce qu'ils croient ou veulent croire en l'équité du système. Si ce contrat est rompu, ce n'est pas juste un match qui est perdu, c'est la raison d'être du jeu qui est menacée. Et c'est précisément ce qui semble se jouer aujourd'hui dans plusieurs grandes compétitions de football arabe. Franchement, quand on parcourt un peu les analyses, ce qui ressort est assez inquiétant. Inquiétant, oui. On va donc se pencher sur cette crise de confiance, sur l'impact de ces erreurs à répétition, pas seulement sur le score, mais sur le moral des joueurs et puis sur la passion de millions de supporters. Et on ne parle pas d'incidents isolés, on parle d'une accumulation qui crée une véritable lame de fond, une méfiance généralisée.
C'est ça, la grande question. Est-ce qu'on est face à de simples erreurs humaines, des choses qui arrivent dans le sport, quoi, ou est-ce que ça cache un problème bien plus systémique? Et surtout, comment on répare ça? Et peut-on même le réparer? Avant même de parler de technologie ou de système, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'impact humain. On oublie parfois que derrière les maillots, il y a des athlètes qui vivent ça de manière extrêmement violente. Violente, le mot est juste. Pour un athlète, le sentiment d'injustice, c'est peut-être la pire des choses. C'est une négation pure et simple de l'effort. C'est ça? Imaginez, des mois de préparation, une discipline de fer, une concentration totale pendant 90 minutes, et tout ça est balayé par une décision que vous jugez aberrante. Que ce soit une erreur sur le terrain ou, ce qui est peut-être pire encore, Ah oui, un silence incompréhensible de la VAR. le fameux oubli de la VAR. C'est terrible. Vous passez des mois à vous préparer, et en quelques secondes, vous avez le sentiment que tout ce travail vous a été volé. Je sais pas comment on se relève de ça. On s'en relève difficilement. Et c'est le point crucial. La pression psychologique, elle ne s'arrête pas au coup de sifflet final. La frustration, la colère, ce sentiment d'impuissance, tout ça macère dans les vestiaires. Ça doit être terrible, l'ambiance. Les sources citent des témoignages de joueurs qui n'arrivent plus à dormir, qui ressassent l'action en boucle. Ça affecte leur confiance pour les matchs suivants, ça peut même créer des tensions au sein d'une équipe. C'est un véritable effet domino. Une seule mauvaise décision peut pourrir tout un tournoi, en fait. Exactement. Et cette frustration, évidemment, elle ne reste pas dans le vestiaire. Elle explose dans les tribunes, sur les réseaux sociaux, en une fraction de seconde. Mais pour les supporters, je vais jouer l'avocate du diable, est-ce que ce n'est pas un peu le sel du football, ça? Cette mauvaise foi, ce sentiment d'être volé, ces théories de complot qui animent les débats pendant des jours. C'est une excellente question. Mais il y a une différence fondamentale entre la mauvaise foi passionnée, qui fait partie du folklore du foot, et la suspicion systémique. C'est-à-dire? Quand un supporter crie au scandale pour un pénalty litigieux, une fois, c'est une chose. Mais quand, tournoi après tournoi, les mêmes types d'erreurs se répètent, quand les décisions controversées semblent toujours aller dans le même sens, là, la déception se transforme en autre chose. En suspicion. Il devient une conviction. La conviction que le jeu est faussé. Et là, on sort du sport. On entre dans le doute sur l'institution elle-même. Et les fans commencent à douter de tout. De la neutralité des arbitres, de l'équité. Exactement. Et des théories émergent. Qu'elles soient fondées ou non, ce n'est presque plus la question. Le simple fait qu'elles existent et qu'elles se propagent, c'est un poison lent. Ça nuit à l'image globale du football arabe. Et ce n'est pas le problème d'un seul pays, si je comprends bien. Non. Et les sources insistent bien là-dessus. On cite souvent l'Algérie, mais on retrouve ce sentiment d'injustice, cette défiance, dans de nombreux pays de la région. C'est un mal qui ronge de l'intérieur. Ce qui nous amène à un paradoxe. Oui. Mais total. L'outil qui devait justement éradiquer ce poison, ou du moins le contenir, l'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR, Est devenu un accélérateur de la crise. voilà. L'outil qui devait éteindre l'incendie est devenu le bidon d'essence. C'est toute l'ironie tragique de la situation. Le VAR a été vendu comme la promesse d'une justice quasi parfaite, un filet de sécurité infaillible. Et le résultat? C'est que son application chaotique a décuplé le sentiment d'injustice. Prenons cet exemple, souvent cité, du match Algérie-Émirats. On parle d'une situation où un penalty semble évident pour des millions de téléspectateurs, qui voient l'action sous tous les angles. Et où la salle VAR reste muette. Muette. L'arbitre sur le terrain peut ne pas voir la vitesse du jeu, le mauvais angle, ça arrive, c'est humain. Bien sûr. Mais que des gens, dans une salle avec 10 écrans et tous les ralentis du monde, ne réagissent pas, c'est ça qui est incompréhensible. Et c'est ça qui alimente la suspicion. La question n'est plus comment l'arbitre a-t-il pu rater ça, mais pourquoi la technologie conçue pour corriger ça a-t-elle été ignorée? L'incompréhension est totale. C'est précisément ça. Et on voit bien que le problème, ce n'est pas la technologie elle-même. Le problème, c'est le protocole. C'est l'interprétation des règles qui varie d'un arbitre à l'autre. Et au final, c'est la décision humaine qui reste au centre de tout. Toujours. L'humain peut décider de ne pas utiliser l'outil. Donc, avec ces incidents répétés, on ne peut plus se cacher derrière l'expression un peu facile d'effet de jeu. On est bien face à une crise de crédibilité profonde. Le mot est juste, oui. La compétition elle-même perd de sa valeur. Quand les débats d'après-match ne portent plus sur la beauté d'un but ou la stratégie d'un coach, Mais sont entièrement cannibalisés par l'analyse au microscope d'une décision arbitrale. le sport passe au second plan. On transforme une fête du football en un tribunal permanent. Et à long terme, les conséquences peuvent être désastreuses, j'imagine. Extrêmement dommageable.
La crédibilité d'un tournoi, c'est son capital le plus précieux. Si les supporters et par extension les sponsors sentent que les dés sont pipés, ils se désengagent. Pourquoi investir du temps, de l'argent, de la passion dans un spectacle dont on doute de la sincérité ? Voilà, on risque de dégoûter toute une génération de fans. Bon, le diagnostic est posé et il est sévère. On ne peut clairement pas continuer comme ça. Si on veut éviter que tout le système s'effondre, quelles sont les solutions sur la table ? Par où on commence pour reconstruire cette confiance en miettes ? Les différentes analyses convergent vers un plan d'Oveform assez complet, qui ne se contente pas de panser les plaies, mais qui vise à traiter la maladie en profondeur. Ça s'articule autour de 4 grands chantiers. D'accord. Le premier et le plus évident, c'est la formation. La formation des arbitres, on a l'impression d'entendre ça depuis toujours. Qu'est-ce qui serait différent cette fois ? En quoi ça irait plus loin que les stages habituels ? Il faut changer de paradigme. On ne parle plus seulement de mieux connaître les lois du jeu, on parle d'une formation continue, intensive, sur les outils modernes et sur la gestion de la pression. C'est-à-dire, concrètement ? Concrètement, ça veut dire mettre les arbitres en situation, dans des simulateurs, comme on le fait pour les pilotes d'avion, les confronter à des dizaines de scénarios complexes de VAR, où ils doivent décider en quelques secondes sous une pression immense. Il faut aussi travailler sur la communication entre l'arbitre central et ses assistants vidéo. Elle doit être claire, rapide, standardisée. C'est moins de la technique que de la psychologie, en fait. De la psychologie et du processus décisionnel, exactement. D'accord, renforcer les compétences et la résistance au stress. C'est le premier chantier. Quel est le deuxième ? La supervision indépendante. Ça, c'est peut-être le point le plus important pour restaurer la confiance du public. Une sorte d'organe de contrôle. Oui, mais autonome, qui ne dépendrait ni des fédérations ni des organisateurs. Sa seule mission, auditer la performance des arbitres et des salles VAR après chaque match, de manière froide, objective. Indépendant, c'est le mot-clé. Mais qui paye pour cette indépendance ? Qui nomme les membres de cet organe ? Le risque, c'est de créer une nouvelle structure qui, au final, reste sous l'influence des mêmes pouvoirs, non ? C'est tout l'enjeu. Pour être crédible, son financement et sa gouvernance doivent être transparents, multipartites, peut-être avec des représentants des clubs, des joueurs, des experts internationaux reconnus. Le but est de sortir de l'entre-soi. Où les arbitres sont jugés par leurs pairs. Voilà, ce qui peut créer des conflits d'intérêts. Cet organe publierait des rapports publics, identifiant les erreurs, mais aussi les bonnes décisions, pour que tout le monde comprenne. C'est un gage d'impartialité. Ce qui nous amène logiquement au troisième chantier, celui que les supporters et les médias réclament à corps et à cri. La communication, la transparence. Autour de l'arbitrage, on a l'impression qu'il y a une véritable omerta. Pourquoi ce silence ? C'est une culture de protection, sans doute. À l'origine, ça visait à ne pas exposer les arbitres à la vindicte populaire. Mais à l'ère des réseaux sociaux, cette opacité est devenue contre-productive. Elle nourrit la suspicion. Il faut donc briser ce silence. Absolument. Après un match polémique, les instances doivent communiquer, pas forcément pour jeter un arbitre en pâture, mais pour expliquer. Un peu comme en NBA ou en NFL, où les ligues publient des rapports qui admettent et expliquent les erreurs. C'est exactement le modèle. Publier un rapport détaillé, montrer les angles de caméra, expliquer l'interprétation de la règle, cette pédagogie, elle est cruciale. Même si ça ne change pas le résultat du match. Ça ne changera pas le résultat, non. Mais ça montre du respect envers les équipes et le public. Ça prouve que l'erreur a été identifiée et qu'elle servira à améliorer le système. Le silence, à l'inverse, c'est perçu comme du mépris. Et enfin, le quatrième et dernier pilier de cette reconstruction. S'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Des championnats comme la Première Ligue anglaise ou la Liga espagnole sont confrontés à ces polémiques depuis des années. Avec une pression médiatique encore pas plus forte. Encore plus forte, oui. Ils tâtonnent, ils font des erreurs, mais ils cherchent constamment à améliorer leur protocole VAR, à affiner la formation, à rendre leurs arbitres plus professionnels. Mais là, je me permets d'insister. C'est facile de dire « faisons comme la Première Ligue ». Ils ont des moyens financiers, technologiques qui sont colossaux. Est-ce que ce modèle est vraiment transposable partout ou c'est juste un vœu pieux ? Vous mettez le doigt sur une difficulté réelle. Un simple copier-coller serait impossible et inefficace. L'idée, ce n'est pas de tout importer, mais de s'inspirer des principes. Lesquels ? Le professionnalisme des arbitres, la volonté d'investir dans la formation, la culture de la transparence, l'exigence de performance. On peut adapter ces principes aux réalités locales. Il y a des leçons à tirer de leurs succès comme de leurs échecs. C'est une question de volonté politique au final, plus que de moyens. Donc si je résume, on a une feuille de route assez claire. Des arbitres mieux formés, préparés psychologiquement. Un contrôle externe impartial.
une communication ouverte pour désamorcer les polémiques, et une ouverture sur les meilleures pratiques mondiales. C'est ça. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est que la solution n'est pas simplement technologique. On en revient toujours à l'humain, et derrière l'humain, à une question de culture. C'est le fond du problème. La technologie n'est qu'un outil. Tout dépend de la main qui le tient et de la culture dans laquelle il est utilisé. Les solutions techniques, elles existent, mais elles exigent une volonté institutionnelle forte pour passer des constats aux actes, pour accepter de bousculer un ordre établi. En conclusion, cette crise de l'arbitrage, c'est bien plus qu'une série d'erreurs techniques. C'est le symptôme d'une rupture de confiance profonde entre le jeu, ses acteurs et son public. Absolument. Et au-delà de toutes les réformes qu'on a évoquées, la vraie question qui reste en suspens est la suivante. Les instances dirigeantes du football dans la région sont-elles prêtes à embrasser une véritable culture de la transparence? Une culture qui peut être inconfortable. Très inconfortable. Car elle oblige à reconnaître publiquement ses propres failles. Mettre en place de nouveaux protocoles, c'est un défi technique. Mais reconstruire la confiance de millions de passionnés qui se sentent floués, ça, c'est un match bien plus long et infiniment plus délicat à gagner.